Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour avec le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat décoré et ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis, pour discuter de certaines activités militaires de l'OTAN dans l'Arctique. Je vois dans les gros titres que les États-Unis, l'Allemagne et la Norvège mènent actuellement des exercices de lutte anti-sous-marine en mer de Barents, alors même que nous menons une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Un conflit qui, bien sûr, est en train de s'effondrer et où l'on s'attend à une escalade. Cela semble extrêmement dangereux. Qu'en pensez-vous ou que constatez-vous en ce qui concerne ce qui ressemble à une provocation? Eh bien, je pense que c'est bien plus qu'une simple provocation. À mon avis, cela s'inscrit dans un schéma qui se poursuit depuis plusieurs mois. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai envoyé la notification que j'ai reçue concernant l'augmentation de l'activité près de la péninsule de Kola, dans la région de Mourmansk, et autour des bases de la flotte du Nord, c'est que je me demandais si quelqu'un en Norvège était au courant de ce qui se passe. Car la Norvège se trouve vraiment en première ligne si jamais tout cela devait devenir sérieux, ce qui n'est pas impossible à ce stade. Donc, je suis simplement curieux. Avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un en Norvège prête attention à cela? Pas à ma connaissance, du moins d'après ce que je vois. Eh bien, je pense qu'il faut remonter même avant la réunion en Alaska, qui s'est avérée en grande partie être, comme on dit, un pétard mouillé. Ensuite, il faut revenir sur les propos tenus par le lieutenant-général Donahue en juin, qui ont finalement été rendus publics en juillet. Il était le commandant des forces terrestres de l'armée américaine en Europe, un fantassin léger et quelqu'un dont la carrière s'est déroulée en grande partie dans les opérations spéciales. Il a évoqué le fait que, je cite, « les forces sous son commandement pourraient prendre Kaliningrad, la partie de la Prusse orientale, que la Russie a conservée après la Seconde Guerre mondiale, qui est aujourd'hui un territoire souverain russe, en quelques heures. Cet endroit qui n'est pas seulement une base navale et un site de production pour les navires et équipements navals, mais aussi un centre majeur des capacités militaires russes, notamment en matière de roquettes, de missiles, de frappes aériennes et antimissiles, ce n'est pas quelque chose que nous devrions prendre à la légère. Le fait qu'il ait rendu cela public et fait une telle déclaration m'a vraiment choqué, ainsi que beaucoup d'autres, car normalement, vous savez, les hauts responsables ne font pas ce genre de déclaration en public. En fait, c'est la dernière chose que l'on voudrait qu'ils fassent. Mais ce que je constate maintenant, c'est essentiellement un schéma. Je pense qu'il disait des choses que le président Trump et probablement le secrétaire Hegseth approuvaient. Je pense que nous sommes enfermés dans cette idée que les tactiques d'intimidation fonctionneront, que l'on peut intimider ou menacer Moscou, Pékin, Téhéran ou n'importe qui d'autre, voire même New Delhi, pour les amener à faire ce que l'on veut. Je pense que c'est très dangereux. Ce qui m'a frappé ce matin, ce n'est pas que ce soit la première fois que nous voyons autant d'avions voler à la périphérie de la zone d'identification de défense aérienne russe. Nous avons également de nombreux navires transportant des missiles Tomahawk, non seulement de la marine américaine, mais aussi norvégienne, et ils se dirigent vers la Nouvelle-Zambie, ce qui est très inhabituel. C'est dans l'Arctique. Ensuite, il y a aussi eu un B-1, ou plutôt, excusez-moi, un bombardier B-2A, qui a fait un aller-retour en Norvège, puis aux États-Unis au milieu de tout cela. Et quelqu'un a dit que c'était à cause de l'exercice Zapad 2025 à venir, que les Russes planifient des années à l'avance. Tout le monde est prévenu, tout le monde sait que ça arrive. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je crois que ce que nous voyons en ce moment, c'est une tentative d'intimidation en effectuant des frappes d'entraînement sur des installations russes
à l'aide de bombardiers et de lance-missiles. Et comme vous venez de le souligner, il s'agit aussi de s'entraîner dans le but d'attaquer des sous-marins russes. Tout cela, à mon avis, dans l'esprit du président Trump, du secrétaire à la Défense et probablement du secrétaire d'État, M. Blinken, vise à effrayer ou intimider Moscou pour qu'il fasse ce que nous pensons vouloir qu'il fasse en Ukraine. Et bien sûr, je ne vois aucune preuve que cela fonctionnera. Au contraire, je pense qu'il est bien plus probable que cela provoque réellement les Russes. On se retrouve dans un environnement très tendu où la moindre erreur pourrait entraîner une confrontation que franchement, je ne pense pas que qui que ce soit souhaite. Et bien sûr, il faut considérer cela dans le contexte des préparatifs en cours dans les Caraïbes pour ce que beaucoup pensent être une tentative de changement de régime au Venezuela. Ainsi, le monde semble être poussé par Washington et ses alliés vers une sorte de confrontation avec la Russie et tous ceux que nous décidons de ne pas apprécier, comme Maduro au Venezuela. Eh bien, le contexte est très important, car pour la Russie, toute son histoire a été une lutte pour obtenir un accès fiable aux voies navigables, et elle a 3 mers à ses frontières occidentales: l'Arctique, la Baltique et la mer Noire. Maintenant, je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'objectif clé de cette guerre en Ukraine était de faire de la mer Noire un lac de l'OTAN. En mer Baltique, cependant, la Pologne et les États baltes soutiennent que la mer Baltique est désormais un lac de l'OTAN depuis l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Vous avez également l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, qui affirme que nous pourrions désormais imposer un blocus à Saint-Pétersbourg si nous le souhaitions, étant donné que la Finlande et la Suède font maintenant partie de l'Alliance. Il y a quelque temps, le Financial Times a publié un article selon lequel le Danemark pourrait empêcher les pétroliers russes d'atteindre les marchés de la mer Baltique. Et bien sûr, la dernière mer, l'Arctique, devient elle aussi un peu plus militarisée, avec davantage de bases américaines à travers la Scandinavie. Mais il y a également eu de nombreux rapports concernant la Laponie finlandaise, selon lesquels les Russes pourraient l'attaquer, ce qui se trouve justement au nord, à côté de la flotte du nord russe. Cela suggère que, sous prétexte de motivation prétendument défensive, nous allons maintenant militariser cette région proche de la flotte du Nord également. Mais comment? C'est quelque chose à quoi on pourrait s'attendre cependant, si nous sommes en train de perdre une guerre en Ukraine et que les pressions économiques sur le reste du monde ne fonctionnent pas. N'est-ce pas simplement une nouvelle étape dans l'escalade? Eh bien, cela en a tout l'air. La question est la suivante. Si vous perdez une guerre et qu'il n'existe absolument aucune preuve que quoi que vous fassiez puisse changer ce résultat, pourquoi prendriez-vous de telles mesures irrationnelles? Vous avez d'ailleurs souligné quelque chose à l'instant. Si l'on revient sur la Crimée, lorsque les Russes ont choisi de la saisir très soudainement et très rapidement, ce que les gens ignoraient, c'est qu'il existait de grands plans au sein de l'OTAN pour occuper la Crimée, pour utiliser les installations navales qui s'y trouvent précisément dans le but que vous avez évoqué, transformer la mer Noire en un lac de l'OTAN, si l'on peut dire. Cela n'a pas fonctionné parce que les Russes nous ont pris de vitesse. Et bien sûr, les Ukrainiens s'étaient rendus assez impopulaires en Crimée, aussi bien auprès des Tatars qui y vivaient qu'auprès des Russes. Ils bénéficiaient donc d'un large soutien de la population locale. Mais au final, nous avons clairement échoué en Ukraine. Il y a une réticence à admettre cette vérité. Et si nous continuons à provoquer, comme nous le faisons actuellement et depuis des mois, franchement, nous finirons par obtenir une réaction. Et il se peut que cette réaction ne nous plaise pas. Car soyons francs, nous ne sommes pas préparés à une guerre majeure avec la Russie, alors que la Russie, elle, est prête à une guerre majeure contre nous.
Et je pense que les gens à Washington ont perdu cela de vue. Il y a aussi autre chose ici qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous avons un problème dans ce pays. C'est une fascination pour la puissance aérienne. La puissance aérienne, c'est l'équivalent du sexe, sans conséquence. On peut bombarder ou attaquer au missile des gens au sol. Et il n'y a pas de véritable riposte contre vous, que vous soyez assis aux États-Unis ou en Europe occidentale. Personne ne dispose de défense aérienne capable de vous arrêter. Vous n'accomplissez vraiment rien d'autre que d'aliéner et d'offenser les gens. Mais cela donne bonne conscience aux politiciens à Washington qui se réjouissent de pouvoir agir ainsi en toute impunité. Eh bien, cela a fonctionné avec l'Irak. Cela a fonctionné en Libye. Cela a fonctionné en Afrique. Cela a fonctionné dans de nombreux endroits. Mais cela ne fonctionnera pas avec les Russes. Et c'est là le danger. Nous allons trop loin. Si vous vous souvenez, lorsque le président Trump a rencontré le président Poutine, il l'a accueilli sur le tarmac de la base aérienne d'Elmendorf. Et de chaque côté étaient stationnés tous ces avions de combat modernes, des F-22 et ainsi de suite. Je ne me souviens pas de tout le contingent, mais il n'y avait que des avions de combat modernes. Et soudain, alors qu'il saluait Poutine, Ramabag Bidu Aswad-Sout, accompagné d'avions d'escorte. Vous savez, Poutine a souri, secoué la tête et est parti avec Trump. Mais cette idée selon laquelle nous menacerions tout le monde avec l'utilisation de la puissance aérienne, donc si vous ne faites pas ce que nous disons, notre puissance aérienne vous détruira, est très dangereuse, car nous avons désormais affaire à des États puissants comme la Russie qui peuvent répondre, et cette guerre peut nous atteindre. En d'autres termes, les dégâts ne se limiteront pas à l'Ukraine, ils finiront par toucher l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune nécessité à cela. Vous savez, ce mensonge selon lequel les Russes massent des forces dans le but de marcher jusqu'à Paris est absurde. Il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a aucun intérêt pour cela. C'est une idée stupide sur le plan financier, commercial et stratégique. Les Russes le savent. Cela ne les intéresse pas. Ils veulent régler cette affaire dans l'est de l'Ukraine, mais ils veulent le faire de manière à ne pas avoir à refaire toute la guerre dans 5 ou 10 ans. C'est pourquoi ils n'accepteront pas de cessez-le-feu. D'ailleurs, personne ne semble remarquer que la Première Guerre mondiale ne s'est pas terminée par un cessez-le-feu. Elle s'est terminée après des négociations et des accords, puis une date pour un armistice, un cessez-le-feu, a été fixée. Nous avons perdu la tête en pensant qu'un cessez-le-feu est la preuve d'une solution, qu'un cessez-le-feu est la preuve de la paix. Ce n'est pas le cas. C'est simplement ce que c'est, une pause. Les Russes ne sont pas intéressés par une pause qui permettrait à leurs adversaires de simplement se réarmer, se rééquiper et reprendre le combat, même si cela devient de moins en moins probable étant donné l'état très dégradé de l'ouest de l'Ukraine. Mais néanmoins, c'est leur position. Ce n'est pas une position déraisonnable. Alors, pourquoi ne pas discuter avec les Russes et fixer ensuite une date pour un cessez-le-feu basé sur une solution? C'est parce que personne ne veut de solution. Pour une raison quelconque, personne ne veut que cela se termine. Maintenant, quand je dis personne, est-ce que cela signifie que les Allemands, les Polonais, les Slovaques, les Hongrois, les Français, les Norvégiens, les Danois, tous ces peuples souhaitent désespérément maintenir une guerre contre la Russie en Ukraine? Je ne le pense pas. Mais les gouvernements, oui. Et les gouvernements sont liés à ce projet, parce que faire autrement reviendrait à admettre un échec, une capitulation qu'ils ne peuvent pas se permettre, car cela les exposerait au risque de reconnaître que tout ce qu'ils disent depuis plus de 3 ans est un mensonge. Et c'est un mensonge. La Russie n'a jamais eu l'intention d'aller beaucoup plus loin qu'elle ne l'a déjà fait. Combien de fois avons-nous parlé du territoire, en disant que, finalement,
Le territoire n'est pas le problème. Le problème, c'est de détruire l'ennemi. Et heureusement, grâce aux brillants généraux qui dirigent l'OTAN, les Ukrainiens leur ont facilité la tâche en envoyant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'hommes se faire détruire, en essayant de vaincre les Russes sur le terrain à partir d'une posture qui est en réalité défensive sur le plan stratégique. Mais personne ne veut dire la vérité. Donc si vous ne pouvez pas dire la vérité, vous essayez de faire durer la situation. Et en même temps, l'Europe occidentale en particulier, le Royaume-Uni en ce moment, est très proche d'un effondrement financier pur et simple. Nous ne sommes pas loin derrière dans l'avenir. Les Français et les Allemands sont dans une situation terrible. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que poursuivre ces actes provocateurs contre la Russie va améliorer la situation pour ces élites mondialistes? Je ne pense pas que ce sera le cas, mais je crois que c'est ce qui se passe. Et je pense que Trump s'est simplement rallié à cela, parce qu'il a cette mentalité selon laquelle intimider les gens fonctionne. Ce n'est pas le cas. Cela les met en colère. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Modi en Inde. Et les Indiens ont dit « Merci beaucoup, nous quittons votre système. Nous rejoindrons le nouveau qui émerge. » Je pense à ceci. Il y a seulement 3 mois, nous avons eu ces attaques contre la base militaire de Mourmansk. Encore une fois, c'est assez loin de l'Ukraine. Considérez-vous cela comme une cible stratégique pour l'OTAN? Si l'OTAN voulait, pas nécessairement une frappe de décapitation, mais quelque chose pour provoquer des perturbations significatives à l'intérieur de la Russie, et si l'on veut, de la panique, afin de réduire sa capacité de combat. Mourmansk est-elle une cible stratégique dans ce sens? Oui, cela dure depuis longtemps. Cela a certainement été le cas tout au long de la guerre froide en raison de la base sous-marine russe et auparavant soviétique, ainsi que de ses capacités. La question est pourquoi? En quoi cela aide-t-il l'Europe? En quoi cela aide-t-il la Russie? En quoi cela aide-t-il l'Ukraine? En rien. Personne n'en tire profit. C'est une proposition perdante. Mais les Russes, et c'est ce que les gens doivent comprendre, si nous faisons cela, ils y sont préparés et ils riposteront. Alors, au lieu de regarder Mourmansk et de dire « Oh, regardez, nous pouvons rendre la vie des Russes misérable en nuisant à leur accès à l'Arctique, en portant atteinte à leur capacité navale à Mourmansk, pourquoi ne pas examiner les différentes choses que les Russes pourraient faire? Parce qu'ils disposent désormais de missiles capables d'atteindre des cibles partout en Norvège jusqu'au sud du Portugal. Eh bien, si c'est vrai, comment allons-nous nous défendre? Et nous savons que l'OTAN a déclaré catégoriquement qu'elle ne pouvait défendre peut-être que 5% du territoire de l'OTAN avec ses capacités de défense aérienne et antimissiles. Avons-nous complètement perdu la tête? S'ils revenaient en disant qu'ils pouvaient en défendre la moitié, cela vaudrait la peine d'être étudié et d'en discuter avec quelqu'un. Mais c'est totalement irréaliste de parler de 5%, car les Russes peuvent couvrir 90% de la zone. Alors pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Encore une fois, je pense que c'est le désespoir dans ces capitales. Et je pense que c'est cette mentalité enfantine à Washington qui veut que ce soit leur façon de faire ou rien. Et je pense que nous avons maintenant vu en Chine la preuve que tout le monde a dit « Votre façon de faire est inacceptable. Nous prendrons une autre voie. » Et cela a un coût. Plus de 40% de la population mondiale, de ses ressources minérales, pétrole, gaz, tout, se trouve au sein de cette organisation appelée les BRICS. Et cela ne fera qu'augmenter à l'avenir. Donc vous vous faites des ennemis parmi des gens avec qui il vaudrait mieux commercer, des gens qui possèdent ce dont vous avez besoin. Mais nous avons choisi l'inverse. C'est un choix délibéré. C'est stupide et dangereux.
Et ces choses ne seront plus prises à la légère à l'avenir comme elles l'ont été ces 3 dernières années. C'est ce qui m'inquiète le plus. Je pense que les Russes sont arrivés au bout de leur patience, ou en sont proches. Cela semble un peu trop fou de provoquer une guerre directe avec la Russie de cette manière. Mais d'un autre côté, plus rien ne semble avoir de sens de nos jours. Je veux dire, quand les Européens continuent de dire que la sécurité ne peut signifier que la défaite de la Russie, c'est-à-dire lorsqu'ils organisent ces exercices militaires, ils ne disent que il faut dissuader, parce qu'ils sont convaincus que la Russie va envahir toute l'Europe pour une raison ou une autre. Mais quand on adopte une politique de refus de la diplomatie, de refus de s'asseoir à la table avec les Russes, et qu'on envoie seulement des armes, alors la seule façon de mettre fin à la guerre, c'est la défaite militaire de la plus grande puissance nucléaire du monde. Il y a effectivement des gens un peu fous, je suppose, au pouvoir. Je ne comprends pas comment ils s'attendent à ce que cela se termine, ou même cette coalition de volontaires qui se réunit à Paris. Ils ne feront aucune concession, ils continueront simplement à se battre. Comment peux-tu comprendre cela, vu la direction que prend la guerre? Eh bien, si vous regardez l'histoire de l'OTAN, et c'était déjà le cas lorsque j'y ai servi, il était rare, voire jamais, que tous les membres de l'Alliance Atlantique, qu'ils soient 19, 22, 26 ou 32, soient d'accord sur quoi que ce soit. On avait donc pris l'habitude de former des coalitions de volontaires. Or, on n'a pas besoin d'une coalition de volontaires pour défendre l'Europe. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce que nous pensions être le but de l'OTAN. Souvenez-vous, défendre l'Europe, maintenir la paix. Donc, si vous n'arrivez pas à obtenir l'adhésion de tous, ce n'est pas parce que vous voulez défendre l'Europe, c'est parce que vous êtes déterminé à attaquer d'autres pays. Nous avons eu une coalition de volontaires pour les Balkans parce que tout le monde n'a pas accepté les interventions en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo ou en Serbie. Nous ne devrions pas être surpris de voir revenir la coalition des volontaires pour l'Europe de l'Est, sauf que cette fois, nous avons l'imprudence de fournir ou de promettre de fournir des milliers de missiles de croisière qui pourraient être utilisés contre la Russie à long terme. Nous ne les avons pas pour l'instant. Il faut du temps pour les fabriquer, à condition que les Européens nous les paient. La coalition des volontaires est en grande partie européenne. Cela ne veut pas dire que la campagne pour nous entraîner ne continue pas. Bien sûr qu'elle continue. Et c'est pourquoi je disais que l'on retrouve ce schéma qui remonte à ce général Donahoe, cette remarque très stupide qu'il a faite. Ce qu'il dit n'est d'une part ni plausible ni réalisable. Et d'autre part, cela vous met instantanément en guerre avec la Russie, car il s'agit d'un territoire souverain russe. Il n'y a actuellement aucune conscience du danger, et les gens doivent s'en rendre compte rapidement. Nous sommes dangereux parce que nous avons cette mentalité enfantine, brutale et tactique. Fais ce qu'on veut, sinon on te menace. Avec quoi pouvons-nous menacer les gens? Eh bien, si les gens se détournent de notre système financier, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment, ils considèrent le dollar comme une menace, comme un poison. Personne n'en veut, car le dollar est un moyen pour nous de transférer notre dette sur les autres. Donc, cela ne fonctionne pas très bien. Alors, on se tourne vers le seul autre outil à notre disposition, car notre puissance économique est très limitée. Notre base industrielle a été démantelée, non pas par les Chinois ou qui que ce soit d'autre, mais par nous-mêmes, les soi-disant élites, la classe des PDG, les actionnaires, le Congrès. Ils ont tous tiré profit de la destruction de notre base industrielle. Nous n'avons donc plus grand-chose à utiliser contre qui que ce soit. Alors on se tourne vers la puissance militaire. Et cette puissance militaire est en déclin. Elle décline parce qu'elle est vieillissante.
nous reposons encore sur les fondations qui ont été construites pendant les 40 ou 50 années de la guerre froide. Il n'y a pas eu tant de nouveautés que ça. Et maintenant, nous voyons que la Russie, la Chine et d'autres États, l'Iran, en fait aussi partie, ont connu un développement spectaculaire au cours des 20 ou 30 dernières années. Et ce développement devrait inquiéter les gens à Washington s'ils comptent les provoquer. Il n'y a aucun danger pour nous, à moins que nous ne provoquions une guerre. Mais nous devrions examiner attentivement les capacités. Et si nous le faisions et comprenions les conséquences, nous arrêterions ce schéma. Mais ce schéma s'étend aussi aux médias. L'habituelle brochette de généraux et d'amiraux 4 étoiles à la retraite intervient, disant « Oh, les Russes sont faibles. Les Russes ne peuvent rien faire. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, et nous pouvons les dominer. Et c'est le moment. Et l'Ukraine peut encore gagner. » C'est absurde. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Mais c'est ce qui est vendu, et la plupart du temps, les Américains n'en savent pas plus, et les Européens non plus, mais ils doivent se réveiller. Je pense qu'il y a une chance pour l'Europe, d'abord à cause des troubles en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Il y a de bonnes chances que ces régimes mondialistes terribles, qui ont tout fait pour détruire leur propre pays, en ouvrant les frontières et en laissant entrer des personnes qui ne souhaitent pas du tout s'intégrer, alors que ceux qui sont déjà là le souhaitent, soient enfin reconnus pour ce qu'ils sont. Si cela est enfin compris, alors peut-être pourrons-nous nous débarrasser de ces dirigeants déplorables et arrêter de perdre notre temps dans une guerre contre la Russie qui n'a pas lieu d'être et n'aurait jamais dû avoir lieu. Eh bien, je suppose que vous savez, alors que nous atteignons les dernières étapes de cette guerre par procuration, ce qui m'inquiète, c'est que tous nos dirigeants politiques répètent la même chose depuis 3 ans, que l'Ukraine est en train de gagner, que la Russie est faible, que la Russie bluffe, qu'on peut faire pression sur la Russie et que la Russie subit plus de pertes que l'Ukraine. Tous ces récits semblent avoir le même objectif, à savoir obtenir le soutien du public pour une guerre longue. Mais ce sont tous de faux récits. La plupart d'entre eux n'ont aucun sens. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas de responsabilité. Mais une fois la guerre perdue, beaucoup de choses seront révélées pour ce qu'elles étaient. Simplement une grande campagne de propagande de guerre. Donc, je pars un peu du principe qu'il va y avoir maintenant d'énormes escalades alors que nous sommes en train de perdre cette guerre. Mais pourquoi pensez-vous que les États-Unis pourraient participer à cela? Parce que je croyais que la grande stratégie de Trump était de retirer les États-Unis de cette situation et de laisser ce brasier aux Européens. Alors comment expliquez-vous ces menaces d'envahir Kaliningrad, de prendre 1 million de civils russes en otage sous occupation, en gros, et toutes ces menaces maintenant près de Mourmansk? Quel est le sens de tout cela? Eh bien, parce que lui et les dirigeants qui l'entourent, je parle de Hegseth, Rubio et Ratcliffe à la CIA, croient vraiment que les menaces fonctionnent. Ils pensent qu'on peut intimider les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est l'essence même de ce qui se passe actuellement au Venezuela. C'est ce que nous essayons de faire là-bas. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi, car je trouve cela ridicule, mais il y a beaucoup de gens qui encouragent cela. Il y a quelque chose dans la population américaine, dans l'électorat, je l'appelle le club des bombardements. Et chaque fois que quelqu'un, quelque part dans le monde, est bombardé depuis les airs, les gens disent « Ah, oui, oui ». Ils pensent que bombarder quelqu'un quelque part, que cela ait un sens stratégique ou non, peu importe,
à quel point ces personnes sont sans défense est une démonstration de notre grandeur. Et je remarque aussi autre chose qui m'inquiète. Je commence à voir des signes que le président Trump et Hegseth, tout comme probablement Rubio, deviennent fascinés par ce qu'on appelle la puissance aérienne. Vous savez, il y a des années, un livre est sorti intitulé « La victoire par la puissance aérienne ». Ce n'est pas une nouveauté. C'est simplement l'argument qu'avec suffisamment de puissance aérienne, on peut tout faire. Et les fanatiques de la puissance aérienne soutiennent depuis des décennies qu'ils peuvent tout gagner et tout accomplir sans aucun soutien terrestre ou naval. Ça n'a jamais fonctionné. C'est dangereux. Mais vous savez, c'est séduisant pour les politiciens parce que l'utilisation de la puissance aérienne n'expose pas immédiatement des personnes au sol à des risques. En d'autres termes, des soldats, marins, aviateurs ou marines américains ne sont pas tués parce que vous bombardez à haute altitude, là où normalement on ne peut pas vous atteindre. Or, cela est en train de changer. Nous en voyons de nombreuses preuves en ce moment avec les défenses aériennes iraniennes. Nous savons que les défenses aériennes et antimissiles russes sont bien meilleures, franchement, que ce que nous pensions, car pendant des années, elles ont été méprisées par l'US Air Force comme étant insignifiantes, ridicules, et ils continuent d'affirmer qu'ils sont invincibles et invulnérables. Et je pense que cela séduit les politiciens parce que c'est un peu comme le sexe sans conséquence. Il n'y a aucune conséquence à ce que vous faites, ou du moins c'est ce que vous croyez, mais ils se trompent. Et cela nous ramène à un autre problème. Les Américains, collectivement, ont perdu le sens de ce qu'est réellement une guerre, de ce qu'elle coûte et de ce qu'elle implique. Je ne pense pas qu'ils comprennent que la guerre que nous déclenchons sur le sol de quelqu'un d'autre, dans le pays de quelqu'un d'autre, finira aussi par nous atteindre. Nous ne devrions pas supposer que nous serons à l'abri de frappes d'autres pays une fois que nous commencerons à nous mêler des affaires d'autrui à l'avenir. Je pense que nous en sommes déjà là avec les Russes. Les Russes sont à deux doigts de prendre des mesures spectaculaires contre les Européens. Et ils ont été très clairs sur le fait que cela leur est complètement égal, que la coalition des volontaires s'appelle des gardiens de la paix, des forces d'imposition de la paix. Cela ne fait aucune différence. S'ils franchissent la frontière de l'Ukraine occidentale, ils seront anéantis. Nous devons donc accepter cette réalité. Nous ne survivrons pas sur cette planète si nous continuons ainsi encore longtemps. Et le pire, bien sûr, c'est que je ne me souviens pas d'une période de notre histoire où nous étions moins menacés par les grandes puissances qu'aujourd'hui. Nous avons des menaces, mais elles ne viennent pas de la Chine, ni de la Russie, ni de l'Iran, et certainement pas de l'Inde. Il est donc temps pour nous de reconsidérer et de réévaluer tout cela. Mais il n'y a aucune volonté pour l'instant. Oui, j'entends la même chose maintenant venant de Moscou. Cependant, la patience s'épuise vraiment. Et quand on voit des gens comme Merz à la télévision appeler à des frappes en profondeur sur la Russie, l'idée que les Russes vont simplement rester les bras croisés et accepter cela, je pense que c'est assez insensé. Et s'ils ripostent, ce sera aussi très dur. Mais cela ne semble pas. Je ne sais pas. Il semble qu'en Europe, si vous êtes patriote, vous devez écarter tout cela. Et si vous exprimez la moindre inquiétude sur le fait que nous pourrions nous diriger vers une guerre directe avec la Russie, alors vous répétez la propagande du Kremlin, et vous êtes probablement pro-russe. Donc on a presque formé ici un pacte suicidaire, où le seul argument acceptable est d'être pauvre. Comme tu le sais, Glenn, c'est aussi un exercice d'hypocrisie morale. Tu sais, Matt se lève et traite le président Poutine de criminel de guerre. C'est absurde. Sur quelle base? Il n'y a aucun fait associé à toutes ces absurdités.
On pourrait bien mieux argumenter que des présidents américains ont été impliqués dans des crimes de guerre au cours des 25 dernières années, dans des pays comme l'Irak, la Libye, la Syrie ou ailleurs, où des êtres humains sans défense ont été anéantis. Et leur seul tort était de se trouver près d'une cible. C'est la même chose en Afghanistan. Cela n'a aucun sens. Donc tout cela n'est que du vent. Mais les Américains, encore une fois, et je suis sûr que cela s'applique probablement aussi, dans une certaine mesure, à la Norvège et à d'autres pays européens, veulent croire que nous sommes toujours du côté des gentils, que tout ce que nous faisons est bien et que tout ce que fait quiconque s'oppose à nous est mal. Si seulement le monde était aussi simple. Il ne l'est pas. Tout le monde peut ajouter que les Allemands participent également à leur propre génocide en ce moment. Donc c'est cela, oui, moralement, comme je le dis, l'hypocrisie est un peu exagérée. Oui. Et vous savez, dans les années 1980, quand j'étais à l'université, la blague était que les Allemands avaient abandonné la suprématie raciale au profit de la suprématie morale. Ils couraient toujours partout en imitant les Scandinaves, qui avaient tendance à faire la même chose. Oh, nous sommes moralement supérieurs, nous ne faisons pas partie de tout cela est mauvais et nous savons ce qui est le mieux. Et bien sûr, on voit ce qui se passe en ce moment, et c'est tout le contraire de la vérité. Donc je ne sais pas quelle est la solution, si ce n'est que les gouvernements en Europe, à Berlin, Paris et Londres en particulier, doivent être changés, et changés en profondeur. Si nous obtenons une version de ce qui existe déjà, cela ne durera pas. Nous entrons maintenant dans une période révolutionnaire. Et lorsque la prospérité s'effondrera, lorsque le monde d'abondance que nous avons connu pendant tant de décennies cessera et que les gens auront du mal à trouver de quoi manger, qu'ils n'auront pas de travail, pas de chauffage, qu'ils ne pourront pas remplir le réservoir d'essence de leur voiture, et que tous ces problèmes se cumuleront, tout changera. Cela changera très rapidement, très brusquement, et ce ne sera pas beau à voir, ce sera violent. Eh bien, je pense que c'est la malédiction d'avoir mené toutes ces petites guerres si loin, loin de partout, pendant si longtemps. Je pense que la génération qui a réellement connu ce que signifie la guerre a en grande partie disparu. Donc vous savez, c'est la vieille vérité. Chaque génération doit apprendre à respecter la guerre. Je comprends cela. Mais voici une petite anecdote, et c'est quelque chose que les gens en Norvège devraient savoir. Tout le monde devrait le savoir. Lorsque la décision a été prise à Londres de déclarer la guerre à l'Allemagne en 1914, gardez à l'esprit qu'il n'y avait aucune raison particulière d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Les Allemands n'avaient pris aucune mesure contre les Britanniques. L'Allemagne ne représentait aucune menace pour les Britanniques. C'était évident dès 1912. Comme Neil Ferguson aime le souligner, toute cette course maritime et cette compétition de construction navale était terminée. La Grande-Bretagne l'avait clairement remportée. Il n'y avait aucune raison pour que les Britanniques cherchent à s'allier à une nation contre laquelle ils avaient combattu sans relâche pendant près de 600 ans. Je parle de la France. Mais une décision a tout de même été prise d'entrer en guerre. Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre, c'est que Winston Churchill, qui à l'époque était membre de ce cabinet et un fervent partisan de l'entrée en guerre, a en fait déclaré « Eh bien, toute cette guerre pourrait être décidée en une après-midi dans la mer du Nord par la flotte britannique. » Maintenant, pourquoi quelqu'un penserait qu'une guerre pourrait être décidée contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie par une bataille au milieu de la mer du Nord reste un mystère pour tout le monde. Cela n'avait absolument aucun sens. Que comptez-vous faire? Faire naviguer des cuirassés jusqu'à Berlin? Non, pas vraiment. C'était donc ridicule. Mais ils ont tout de même déclaré la guerre.
Après avoir déclaré la guerre, ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'un nouveau commandement militaire. L'homme s'appelait Kitchener. À l'époque, il se trouvait en Égypte en tant que gouverneur général de l'Égypte et du Soudan, ainsi que de cette région. Il est revenu et on a demandé à Kitchener de faire une étude puis de présenter un exposé au cabinet sur la manière dont la guerre serait menée. Tout le monde était convaincu que cette guerre ne durerait que quelques mois. Rappelez-vous, il ne disposait que d'une armée d'environ 150 000 hommes à déployer sur le continent. Quoi qu'il en soit, il est entré et a fait sa présentation, qui a commencé par ces mots. Cette guerre durera au moins 3 ans. Cela exigera toute la main-d'œuvre et l'industrie de l'Empire britannique, ainsi qu'au moins 2 millions d'hommes sur le terrain. Tout le monde a été choqué. Les personnes présentes dans la pièce ont écouté cela. Ils se sont regardés et ont chuchoté. Si nous avions su cela, nous n'aurions pas déclaré la guerre. Mais il était trop tard. Il est entré. Il a dit la vérité. Voilà ce qui m'inquiète profondément en ce moment, que nous soyons tout aussi inconscients des dangers. Nous ne comprenons pas les conséquences. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons cesser de mal nous comporter. Nous devons trouver un terrain d'entente avec ceux que nous persistons à considérer comme nos adversaires. Mais voyez-vous, nous sommes devenus tellement suffisants, tellement hypocrites et tellement épris de nous-mêmes que nous en sommes incapables. C'est dangereux. Je pense cependant qu'il y a des calculs insensés qui nous entraînent plus profondément dans la guerre. Ce processus a déjà commencé. Si vous vous souvenez, en mars 2022, on disait que la Russie n'avait plus que quelques jours de missiles et d'artillerie. Si on leur imposait des sanctions, l'économie s'effondrait avant la fin du week-end. Et bien sûr, le monde entier se joindrait à l'isolement de la Russie. Et encore une fois, c'était il y a 2 ans et demi. Et maintenant, nous ne faisons qu'escalader. Mais bien sûr, si quelqu'un avait dit, il y a 2 ans et demi, que nous allions fournir et commencer à mener des frappes à longue portée en Russie, les gens auraient probablement été un peu plus inquiets. Mais ce sont ces petits pas progressifs, ces tactiques du salami, qui nous entraînent progressivement dans cette situation, ce qui rend aussi très difficile d'en sortir et d'accepter la situation. Quoi qu'il en soit, Colonel McGregor, merci beaucoup. Et oui, des développements très préoccupants. Donc j'apprécie vos analyses. Merci Glenn. Au revoir. Thank you, Glenn. Bye-bye.